Salam alaikum et bienvenue. 29 juin 2026 et croyez-moi, ce week-end on a... Salam alaikum et bienvenue. 29 juin 2026 et croyez-moi, ce week-end on n'a pas chômé côté actualité économique et diplomatique. 6 accords de coopération viennent d'être signés entre l'Algérie et la Russie, touchant des domaines aussi variés que la douane, l'industrie et le tourisme. Et à l'issue de la 3e session de leur commission mixte à Moscou, c'est Tebboune qui a haussé le ton contre l'Union européenne, dénonçant publiquement les quotas imposés sur l'acier algérien. Une déclaration qui sonne comme un avertissement commercial. Pendant ce temps, Arcab recevait la société iranienne Fareco, spécialiste de l'ingénierie pétrochimique, pour explorer un partenariat avec Sonatrach dans le raffinage. Et comme toujours, le marché noir des devises continue de faire parler de lui, avec l'euro qui remonte face au dinar algérien malgré les efforts de régulation. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur, sans sport. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Algérie-Russie, 6 accords signés dans la douane, l'industrie et le tourisme. Et c'est justement par là qu'on commence, par la plus importante des nouvelles diplomatiques de cette fin de semaine. C'est à Moscou, les 26 et 27 juin 2026, que s'est tenue la 3e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Et à l'issue de ces travaux, l'Algérie et la Russie ont officiellement signé 6 accords de coopération bilatérale. Une signature qui confirme et qui concrétise en réalité l'offensive diplomatique menée par le ministre d'État algérien Mohamed Arcab à Moscou, celle qu'on évoquait justement hier. Parce qu'en quelques jours à peine, Arcab avait enchaîné les réunions avec pas moins de 3 ministres russes de haut rang, et ça avant même l'ouverture officielle de la commission mixte. Le résultat de ces discussions intensives, c'est 6 accords. Alors, regardons un peu le détail de ces 6 accords. Parce que franchement, leur diversité en dit long sur l'état et les ambitions de la relation algéro-russe. Premier accord, la coopération douanière. L'idée, c'est que l'Algérie et la Russie vont renforcer la collaboration entre leurs administrations respectives. D'un côté, la Direction générale des douanes algériennes, de l'autre, le Service fédéral des douanes de Russie. Et cette coopération, elle a plusieurs dimensions, bien concrètes. D'abord, simplifier et fluidifier les formalités douanières, pour des échanges commerciaux qui restent encore modestes entre les deux pays, mais qui sont appelés à grandir. Ensuite, partager des informations sur les flux de marchandises suspectes, sur le trafic de produits contrefaits, sur les tentatives de fraude douanière. Et enfin, poser un cadre pour des formations réciproques entre agents des douanes des deux pays. Deuxième accord, et celui-là c'est sans doute le plus stratégique des 6, la coopération industrielle. La Russie et l'Algérie s'engagent à faciliter et à encourager les investissements industriels croisés. Concrètement, ça veut dire que des entreprises russes pourront s'implanter plus facilement en Algérie dans des secteurs identifiés comme prioritaires. Pétrochimie, métallurgie, machines industrielles, agroalimentaire. Et à l'inverse, les entreprises algériennes, elles, bénéficieront d'un accès facilité au marché russe. Troisième accord, le tourisme. Et là, il faut bien comprendre une chose. La Russie, c'est l'un des marchés touristiques les plus importants au monde. Chaque année, ce sont des millions de touristes russes qui partent vers des destinations méditerranéennes. Turquie, Égypte, Tunisie. Et l'Algérie, avec ses plages méditerranéennes, ses sites archéologiques d'exception, ses oasis sahariennes, son architecture ottomane, c'est une destination qui a un vrai potentiel pour ces touristes russes. Cet accord, lui, vise à lever les obstacles pratiques au développement de ces flux touristiques bilatéraux. Reconnaissance mutuelle des certifications hôtelières, facilitation des vols directs, coopération entre agences de voyage
et promotion croisée des destinations. Et puis les 3 autres accords, eux, couvrent des domaines complémentaires. Les technologies agricoles, la formation professionnelle, avec des échanges d'étudiants et de stagiaires, et la coopération scientifique et technique dans le domaine des ressources naturelles. Un bilan de 6 accords en une seule session. C'est solide, il faut le dire. Pour comparer la précédente session, celle tenue à Alger en janvier 2025, avait abouti à 9 accords. Alors oui, le chiffre est légèrement inférieur cette fois-ci, mais la qualité et la diversité des domaines couverts, elles, témoignent d'une relation bilatérale qui s'approfondit et qui s'élargit, bien au-delà de sa dimension historique liée aux équipements militaires. Et il faut aussi noter le contexte géopolitique dans lequel ces accords sont signés. La Russie, rappelons-le, est sous sanctions occidentales depuis 2022. Et dans ce contexte-là, elle cherche évidemment à renforcer ses partenariats avec les pays qui maintiennent des relations normales avec elle. L'Algérie, de son côté, reste fidèle à sa doctrine de non-alignement et de diversification des partenaires. Elle entretient sa relation avec Moscou, mais sans pour autant s'aligner sur les positions russes dans les conflits internationaux. Un équilibre diplomatique délicat, certes, mais que l'Algérie maîtrise avec un certain pragmatisme. Place maintenant à Tebboune qui dénonce les quotas européens sur l'acier algérien, et là, clairement, le ton monte. Deuxième actualité de ce 29 juin, et celle-là, c'est une déclaration présidentielle qui a fait l'effet d'une bombe dans les milieux économiques et diplomatiques. Le 27 juin 2026, le président Tebboune a publiquement dénoncé les quotas imposés par l'Union européenne sur les exportations d'acier algérien. Mais pour bien saisir la portée de cette déclaration, il faut d'abord poser le contexte. Et le contexte, c'est que l'acier algérien est en plein boom. Avec la montée en puissance de Tosyali à Béthua, l'Algérie est devenue en 2026 le 3e producteur d'acier du monde arabe. Rien que ça. Et l'une des puissances sidérurgiques montantes du continent africain. Sa capacité de production dépasse désormais les 10 millions de tonnes par an, et une partie de cet acier, elle est destinée à l'exportation, notamment vers les marchés européens. Sauf que voilà, l'Union européenne applique depuis 2018 des mesures de sauvegarde sur les importations d'acier, dans le cadre d'un régime global censé protéger son industrie sidérurgique contre les surcapacités mondiales chinoises notamment. Concrètement, ces mesures se traduisent par des quotas à l'importation. Et chaque pays exportateur d'acier vers l'Union européenne se voit attribuer un volume maximum qu'il ne peut pas dépasser sans payer des droits de douane supplémentaires. Et là, on parle de droits très élevés. Et c'est précisément là que l'Algérie conteste l'équité de ces quotas. Le raisonnement algérien le voici. L'Algérie, c'est un partenaire privilégié de l'Union européenne, notamment grâce au gaz qu'elle lui fournit massivement depuis 2022 pour compenser la perte du gaz russe. C'est un fournisseur fiable, géographiquement proche et économiquement aligné sur les valeurs de transparence et de bonne gouvernance que l'Union européenne elle-même promeut dans ses accords de partenariat. Alors imposer des quotas restrictifs sur l'acier algérien dans ce contexte-là, ça envoie forcément un signal contradictoire. Tebboune lui a qualifié cette situation d'injuste et il a appelé l'Union européenne à revoir sa position. Il a rappelé, et c'est important, que l'Algérie est un partenaire de l'Europe, pas un concurrent à éliminer. Et sans le dire explicitement, il a quand même laissé entendre que le volume de gaz algérien livré à l'Europe pourrait bien devenir un argument dans les négociations commerciales. Cette déclaration de Tebboune, d'ailleurs, elle n'arrive pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte de tension commerciale plus large entre l'Algérie et l'Union européenne. Et on pense évidemment à l'accord d'association Algérie-Union européenne de 2002, celui qui régit les relations commerciales bilatérales et qui est régulièrement critiqué côté algérien pour son déséquilibre structurel. Parce qu'il faut bien comprendre la logique économique derrière tout ça. L'Algérie exporte vers l'Union européenne principalement des hydrocarbures. Et en échange,
elle importe des produits manufacturés européens à haute valeur ajoutée. La sidérurgie, justement, c'était une opportunité en or de rééquilibrer cet échange. Sauf que les quotas européens, eux, la bloquent net. Côté Bruxelles, la réponse officielle à ces déclarations de Tebboune n'a pas encore été formulée. Mais on peut clairement s'attendre à ce que ce sujet devienne un point de friction dans les prochaines réunions bilatérales. Et en choisissant ce moment précis pour élever la voix, Tebboune envoie un signal qui ne trompe personne. L'Algérie n'accepte plus passivement des règles commerciales qu'elle juge défavorables. Et tenez, il faut aussi noter un détail intéressant. L'Algérie n'est pas seule sur ce dossier. D'autres pays africains, producteurs d'acier, partagent exactement le même grief envers les mesures de sauvegarde européennes. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc. Tous exportent de l'acier vers l'Union européenne et tous subissent les mêmes contraintes de quotas. Alors, si l'Algérie parvient à arracher des concessions européennes sur ce point, elle ouvrirait littéralement une voie pour tout le continent africain. Troisième partie maintenant, Farayan Co, chez Arcab. L'Iran veut aider l'Algérie à raffiner ses hydrocarbures. Et celle-là, je vous le dis tout de suite, c'est une actualité qui mérite d'être lue lentement parce qu'elle en dit long sur la nouvelle géopolitique énergétique mondiale et sur la position bien particulière qu'occupe l'Algérie dans tout ça. Ce dimanche 28 juin, le ministre d'État algérien des hydrocarbures, Mohamed Arcab, a reçu au siège de son ministère une délégation de la société iranienne Farayan Co. C'est Maghreb émergent qui a rapporté la réunion. Et le média souligne un détail fondamental. Farayan Co. a développé son expertise en ingénierie pétrochimique dans des conditions tout sauf ordinaires, sous les sanctions internationales imposées à l'Iran depuis des décennies. Alors qu'est-ce que c'est exactement Farayan Co et pourquoi ça intéresse l'Algérie ? C'est une entreprise iranienne d'ingénierie spécialisée dans la conception, la construction et l'optimisation de complexes pétrochimiques. Elle a réalisé de nombreux projets en Iran, notamment dans la production d'ammoniac, de méthanol, de polyéthylène et d'engrais. Et le plus frappant, c'est que toute cette expertise, elle l'a bâtie sans aucun accès aux technologies occidentales. Pas de licence américaine, pas de licence européenne, aucun partenariat avec les grands groupes du genre Total Energy, Linde ou BASF. Sous sanctions depuis des décennies, les Iraniens ont été contraints de tout développer en interne ou avec des partenaires asiatiques qui, eux, ne craignaient pas les représailles américaines. Et c'est justement cette expertise-là, née de la contrainte, qui intéresse l'Algérie. Parce que Sonatrach, en ce moment même, déploie d'immenses projets de raffinage et de pétrochimie. La raffinerie de Hassi Messaoud, dont la livraison est prévue pour 2027. Le complexe pétrochimique d'Arzev, sans oublier les unités de production d'ammoniac et d'urée liées au projet de phosphate intégré de Tébessa. Et tous ces projets, il faut des ingénieurs, capables de les concevoir, de les construire, de les mettre en marche et de les optimiser. Et le simple fait qu'Arcab ait accepté de recevoir Farayan Co, ça en dit déjà long sur la politique de partenariat de l'Algérie. Elle ne se limite pas aux fournisseurs traditionnels occidentaux, loin de là. Elle est prête à explorer toutes les options techniques et industrielles, même avec des pays qui sont en froid avec les États-Unis et l'Europe. C'est ça, concrètement, l'expression du non-alignement. L'Algérie choisit ses partenaires en fonction de leurs compétences et de la valeur qu'ils apportent. Point final. Pas en fonction de leur position dans les blocs géopolitiques mondiaux. Et il faut quand même mentionner le contexte particulier dans lequel cette rencontre arrive. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, annoncé en avril 2026 suite à la crise du détroit d'Ormuz, a certes réduit les tensions directes, mais il n'a pas fondamentalement changé le régime des sanctions américaines sur l'économie iranienne. Résultat, les entreprises iraniennes restent dans une zone grise pour quiconque craint les sanctions secondaires américaines. Et pour l'Algérie, forcément, la prudence s'impose. Si un partenariat venait à se concrétiser avec Farayan Co, il faudrait le structurer de manière à ne pas exposer Sonatrach à des risques de sanctions secondaires.
des risques qui pourraient compliquer ses relations avec ses partenaires européens et américains. Un équilibre délicat, certes, mais l'Algérie, elle, a l'habitude de naviguer dans ces eaux-là. Cette réunion entre Arcab et Farayan Co n'a donc pas encore débouché sur un accord signé. Mais elle dit une chose très clairement. L'Algérie explore toutes les options pour accélérer son développement pétrochimique, quitte à faire appel à l'ingéniosité iranienne. Cette ingéniosité naît de la contrainte des sanctions. Quatrième partie, le marché noir des devises. L'euro remonte et ça en dit long sur l'économie algérienne. Dernière actualité de ce 29 juin, et pas des moindres, parce que ce sujet-là concerne directement des millions d'Algériens. Ceux qui envoient ou reçoivent de l'argent de l'étranger, ceux qui voyagent, ceux qui font du commerce international, et plus largement, tous ceux qui gardent un œil sur le pouls de l'économie algérienne. Bref, on parle du marché noir des devises. C'est Algérie 360 qui a rapporté ce jeudi 26 juin que le taux de change de l'euro sur le marché parallèle est reparti à la hausse. Après une période de relative stabilité, l'euro a regagné plusieurs points face au dinar algérien sur le marché informel. Mais pour comprendre ce phénomène, encore faut-il d'abord expliquer pourquoi ce marché parallèle des devises existe en Algérie. Alors voilà, le marché officiel algérien des devises, lui, est contrôlé par la Banque d'Algérie. C'est elle qui fixe les taux de change officiels, appliqués ensuite dans toutes les banques commerciales et tous les bureaux de change agréés. Et ces taux-là sont généralement inférieurs aux taux du marché international, ce qui revient à dire que l'État subventionne implicitement les importations en devises. Ce contrôle d'échange, c'est une politique délibérée qui vise avant tout à maintenir la stabilité du dinar et à éviter une fuite massive des capitaux. Sauf que ce contrôle, mécaniquement, il crée un écart entre le taux officiel et la valeur réelle de la devise. Et résultat, les Algériens qui veulent acheter des euros en dehors du système bancaire officiel doivent payer plus cher que le taux officiel. C'est précisément là qu'intervient le marché parallèle, ce que les Algériens appellent familièrement le square, ces échangeurs informels qui opèrent dans les ruelles des grandes villes et de plus en plus directement sur les applications de messagerie. Alors cette remontée de l'euro sur ce marché en ce mois de juin 2026, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs qui convergent. D'abord, il y a la saison estivale. Et chaque année, c'est la même chose, à la même période, la demande d'euros augmente mécaniquement. Des millions d'Algériens partent en vacances à l'étranger, principalement en France, en Espagne, en Italie et en Turquie, et pour ça, ils ont besoin d'euros, de dollars, de livres ou de lire. Cette demande saisonnière, forcément, elle fait monter le prix des devises sur le marché informel. Ensuite, il y a les importations. Après la période de hausse des prix alimentaires liés à la viande bovine et à d'autres produits, certains commerçants cherchent à constituer davantage de stocks. Et pour payer leurs fournisseurs étrangers, ils ont besoin de devises. Alors si les voies officielles sont trop lentes ou trop restrictives, eh bien ils se tournent tout simplement vers le marché parallèle. Et puis troisièmement, il y a la psychologie du marché. Sur les marchés informels, les rumeurs et les anticipations, ça joue un rôle énorme. Si certains acteurs pensent que la valeur du dinar va baisser, ils achètent des euros par précaution. Et cette anticipation, en réalité, elle s'auto-réalise. Elle fait effectivement monter le prix de l'euro. Alors, face à ce phénomène, quelle est la politique de l'État ? Elle se joue à deux niveaux. D'un côté, il y a la répression. Les services de sécurité mènent régulièrement des opérations contre les réseaux de change informels. Et de l'autre côté, il y a la solution de fond, celle qui vise à faciliter l'accès aux devises par les voies officielles, en améliorant les services bancaires, en augmentant les quotas de voyage et en développant les solutions de paiement en ligne en devises. Et d'ailleurs, la décision récente d'ouvrir les banques algériennes le samedi, celle qu'on commentait justement la semaine dernière,
s'inscrit pile dans cet effort de facilitation de l'accès aux services bancaires. Autre pièce du puzzle, le développement du commerce électronique, avec cette autorisation des paiements internationaux par carte. Et pour les Algériens qui reçoivent des transferts de l'étranger, croyez-moi, la question du taux de change, elle est cruciale. Un père qui reçoit de l'argent de son fils en France, une famille qui touche un mandat mensuel de la diaspora, pour eux, chaque point de différence entre le taux officiel et le taux du marché informel, ça représente des dizaines, voire des centaines de dinars en plus ou en moins dans le budget mensuel. Une réalité bien concrète qui touche des millions de foyers algériens. Et il faut bien le dire, la normalisation du marché d'échange en Algérie, c'est un chantier de longue haleine. Ça nécessite une réforme profonde du marché officiel avec une plus grande liberté de mouvement des capitaux, une meilleure liquidité en devises dans le circuit bancaire et une simplification des procédures aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Un chantier que les gouvernements successifs ont toujours abordé avec prudence, conscients du risque qu'une libéralisation trop rapide ferait peser sur la stabilité monétaire. Et voilà, on arrive au bout de ce 29 juin 2026, une journée vraiment dense en actualité économique, diplomatique et monétaire. Récapitulons. Côté Moscou, l'Algérie et la Russie ont signé 6 accords à l'issue de la 13e session de leur commission mixte douane, industrie, tourisme, technologie, agricole, formation, coopération scientifique. Une relation bilatérale qui clairement s'approfondit et se diversifie bien au-delà des équipements militaires traditionnels. Côté Bruxelles, Tebboune a haussé le ton contre l'Union européenne en dénonçant les quotas imposés sur l'acier algérien. Une déclaration ferme qui signale que l'Algérie entend bien renégocier les termes de sa relation commerciale avec l'Europe, forte de son rôle de fournisseur énergétique indispensable depuis 2022. Côté Téhéran, la société iranienne Farayanco a rencontré Arcab pour explorer un partenariat dans l'ingénierie pétrochimique avec Sonatrach, une expertise développée sous sanction que l'Algérie envisage de mobiliser pour accélérer ses projets de raffinage et de pétrochimie tout en respectant sa doctrine de non-alignement. Et enfin, dans les ruelles, le marché noir des devises continue de faire parler de lui, avec un euro qui remonte face au dinar algérien, un phénomène saisonnier lié aux vacances et aux importations, mais qui reflète aussi une tension bien plus structurelle entre l'offre officielle de devises et la demande réelle de l'économie algérienne. Bref, l'Algérie avance sur tous les fronts, dans ses accords avec Moscou, dans ses négociations avec Bruxelles, dans ses réunions avec Téhéran et jusque dans les ruelles de ses marchés informels. Likez